Anissa@famille-YE. Bref, l'oral du jour. WhatsApp. Il y a 5 minutes. Sani Garba @tam info éducation plus 1. Bonsoir camarades et SOS constituant de dossier de titularisation des instituteurs. WhatsApp. Il y a 6 minutes. Panafricain @tam info éducation plus 1. Page côté recto. Affectation c'est présenté. PDF. WhatsApp. Il y a 6 minutes. Sani Garba @tam info éducation plus 1. Appareil photo. Champ du code. Mail. 2 emails non lus. Thank you so much. Non, dama doon kii rek café bi laa doon jekkali xam nga sama xale ci dem ma fàtte ko xam bu occupé après. Ok, merci beaucoup à tout le monde, ceux qui sont déjà en ligne et ceux qui vont nous rejoindre aussi en cours de route. Aujourd'hui, dans le cadre des activités du Conseil international pour l'éducation des déficients visuels, section Afrique, ICV Africa, il a été décidé d'organiser ce webinaire pour les pays francophones. Je rappelle qu'il y a eu d'autres webinaires qui ont été déjà organisés pour les anglophones et c'est la première série de webinaires que nous nous proposons d'organiser à l'intention des francophones. Et pour la circonstance, il a été retenu comme thème pour la réflexion de ce matin la problématique de l'éducation inclusive pour apprenants déficients visuels en Afrique francophone en temps de COVID-19. État des lieux et perspectives. Pour débattre de ce thème, nous aurons 3 panélistes. Monsieur Dr Badakou Kwale Maurice, professeur des sciences et technologies à l'École normale des instituteurs, formateur des formateurs en éducation inclusive et enseignant spécialisé pour déficients visuels. Il nous vient du Togo. Madame Koulibaly Maria Sangaré, elle est psychologue clinicienne, directrice nationale de l'éducation préscolaire et spéciale. Elle nous vient du Mali. Et le 3e panéliste sera Monsieur Moussa Tia, qui vient du Sénégal, formateur sur le traité de Marrakech pour les francophones, pour l'Afrique francophone. Il est chef de service chargé de la vie universitaire et des services à la communauté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous voudrions d'entrée prier tous ceux qui nous suivent, de même que les panélistes, pour observer une disposition pratique. Lors de cette conférence, lorsque une personne est en train de parler, nous prierons tous les autres de mettre leur micro sur le mien, afin que nous puissions bien suivre les débats. Et après, nous arriverons à la session des questions-réponses. La partie technique est assurée par Martin Kéti, qui est le vice-président de ICV Africa. Pour commencer, nous allons laisser la parole au vice-président de ICV Africa, M. Martin Kéti, depuis le Nairobi, de nous livrer le mot introductif au nom de la présidente de ICV Africa, Madame Gertrude Oforiwa Fefouame,
il ne pourra pas être présent avec nous. Donc, Martin Ketty, vous avez la parole pour le mot introductif. Merci beaucoup, merci Monsieur Ayassou. Bonjour tous. Et d'abord, je dois vous avertir que je suis anglophone, alors ma prononciation n'est pas très parfaite. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour assister au premier webinaire organisé pour la communauté francophone de l'Afrique par le Conseil international pour l'éducation des personnes déficientes visuelles, ce qu'on appelle ICV Africa ou ICV Afrique. Le ICV Africa est l'un de 7 régions, 7 membres régionaux du ICV global. Nous travaillons pour promouvoir l'égalité d'accès à une éducation qualitative et la pleine inclusion des personnes aux handicaps visuels afin qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. L'année 2020 est une année très unique de notre histoire vivante. L'épidémie de coronavirus a conduit à un changement sans précédent dans notre façon de vivre et de fonctionner. Chacun d'entre nous a ressenti l'impact de la pandémie d'une manière ou d'une autre. Dans le secteur de l'éducation, en particulier, les écoles du monde entier ont été fermées et dans certains pays, toute l'année a été déclarée année non scolaire. C'est la situation comme ici chez nous au Kenya, où l'année 2020 a été déclarée année non scolaire. Le gouvernement et d'autres organisations du monde ont tenté de mettre en œuvre d'autres formes d'éducation pour compenser les pertes causées par la pandémie. La solution la plus populaire étant l'apprentissage en ligne. Malheureusement, ces formes d'apprentissage alternatives n'ont pas été inclusives pour les apprenants déficients visuels. En réponse à cette situation, l'ICV Africa a publié une déclaration appelant le gouvernement et les autres parties prenantes du secteur de l'éducation à mettre en place des mesures pour garantir la participation pleine et la significative des personnes déficientes visuelles dans les nouvelles alternatives d'apprentissage. Deuxièmement, ICV Africa a organisé 2 webinaires en anglais pour discuter et aborder les problèmes liés à l'éducation de personnes aux handicaps visuels pendant ce temps corona. Pour assurer notre propre inclusivité, nous avons jugé nécessaire de produire ce webinaire auprès de la communauté francophone. Nous sommes donc heureux d'accueillir le premier de ce webinaire et croyons qu'ils seront aussi utiles à notre communauté francophone qu'ils l'ont été à la communauté anglaise. Je tiens à vous remercier tous d'avoir
participer à ce webinaire. Notre reconnaissance va également à nos experts panélistes pour avoir accepté notre invitation de diriger cette discussion. Je dois aussi remercier particulièrement M. Ayasu Komevi, qui est également membre du comité d'administration de ICV Africa, pour son engagement infaisable à assurer que les intérêts de l'Afrique francophone soient pleinement représentés au sein de ICV Africa. Ceci est démontré par son organisation d'un webinaire aussi merveilleuse. Une fois de plus, finalement, nous sommes très reconnaissants pour ce webinaire et nous attendons avec impatience des discussions fructueuses. J'aimerais dire aussi que ce séminaire sera enregistré et sera placé sur le site web de ICV Africa pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer au webinaire actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Martin Kieti, pour ces mots au nom de ICV Africa. Nous allons poursuivre notre webinaire. Et comme vous le savez, pour éduquer Émile, disait Rousseau, il faut connaître Émile. L'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées invite les États à migrer vers une autre forme d'éducation, qui est l'éducation inclusive. Les objectifs de développement durable adoptés par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2015, également en ce qui concerne l'objectif 4, invite à assurer une éducation de qualité, une éducation inclusive, de qualité équitable, et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est dire aujourd'hui... C'est Ayasu. Oui. Je vois HP Ayasu aussi. Donc, l'éducation inclusive est une nouvelle forme d'éducation qui permet d'apprendre, d'enseigner autrement. Et nos apprenants déficients visuels ne doivent pas rester en reste. Nous sommes en temps de pandémie et cela nous interpelle beaucoup. Pour comprendre le concept, ses implications, nous allons inviter Dr Badakou Maurice à nous entretenir, sans oublier, en nous faisant également l'état des lieux de la mise en œuvre de cette forme d'éducation en Afrique francophone. Docteur Badakou, vous avez la parole. Apparemment. Merci, Président. Et tout à l'heure, je ne vous entends plus bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup, les organisateurs de la CAP, les implications et les états des lieux dans les pays francophones. Et je vais dans un premier plan définir effectivement ce contexte et donner les implications dans les pays francophones et l'état des lieux. Nous tous, nous le savons si bien, de Jobsien en 1990, passant par Salamanque en 1994 et Dakar en 2000,
L'éducation est reconnue comme un droit et en même temps comme un moyen pour la réalisation des autres droits. Dans cette optique, les pays d'Afrique s'étaient engagés dans la course à la scolarisation universelle ou à l'éducation pour tous. Certes, des succès ont été signalés à l'échelle mondiale, comme par exemple le taux net de scolarisation a passé de 93% en 2015 contre 84% en 99. Mais à l'aube de Corée 2005, c'est-à-dire des ODD, l'évaluation des progrès réalisés donnait un bilan mitigé. De tous les facteurs à l'origine de ce résultat, l'on note la problématique d'accès et de maintien des personnes handicapées dans le système éducatif. L'on se demande alors quel ensemble de dispositifs mettre en place au profit des enfants pour les faire accéder tous à un ensemble de savoirs jugés indispensables. L'EDD 4 confirme qu'il s'agit de l'éducation inclusive. Quelle définition donnons-nous alors à ce concept et quel est l'état des lieux dans les pays d'Afrique francophone et quelles sont les perspectives? Comme définition, l'éducation inclusive est un concept né dans les milieux concernés par les enfants différents, dont les enfants en 2012. L'éducation inclusive est à considérer comme un concept intéressant. En effet, tous les enfants, quels qu'ils soient handicapés ou non, sont à part entière dans les différents aspects de leur vie, à l'école et ailleurs, avec des similitudes, ne serait-ce que d'être à la fois des enfants et des élèves et des différences qui en font des êtres complexes. Bon, oui, il y a Martin. Vous m'entendez? Il y a Badakou, Kaplé. Oui. Il y a Kapé, c'est pas les. Oui, Christophe, tu peux fermer ton micro. Je peux Maurice, on continuer? t'attend. Oui, c'est bon. OK. Cette différence qualifiée de besoins spécifiques font oublier parfois que les enfants handicapés ont non seulement des besoins, mais des droits, en particulier le droit à l'éducation comme tout enfant né dans une société démocratique. Avec cette idée de droit, nous arrivons à un deuxième sens d'éducation inclusive qui revendique la justice et non pas la charité pour les enfants, quelles que soient leurs différences biologiques ou autres, et quelle que soit la façon dont on les qualifie. Il s'agit ici de choix de dispositifs permettant de prendre en compte la diversité des élèves dans la classe. La troisième définition de l'éducation inclusive. Elle est dans ce cas à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité, de sorte qu'il puisse réaliser son plein potentiel. 39. Nous voyons que cette deuxième définition de l'éducation inclusive rejoint celle de l'UNESCO de 2008, qui stipule, je cite, « L'inclusion ne concerne pas seulement les réformes de l'éducation spécialisée, mais la réforme à la fois du système d'éducation ordinaire et spécifique. » Dans ce sens, ce qui fait qu'un État réussit mieux l'éducation inclusive, c'est non seulement l'investissement, l'engagement de ses acteurs Monsieur Évangélique Braille dans cet fait État, partie de... mais aussi un minimum de volonté politique. Non, enfin, quand je tout vois ce la qui liste... ici, nous retenons cette définition de Mela en 2013 qui dit
qui définit l'éducation inclusive comme une stratégie permettant la réalisation Nous prions des tous ceux objectifs qui ne de parlent pas de fermer leur micro pour nous permettre de bien suivre le panéliste. Maurice, Je tu peux disais continuer. que de tout ce que nous disons, nous définissons l'éducation inclusive comme une des stratégies permettant la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Et c'est l'une des stratégies vraiment très importantes. Cependant, elle pose la question de savoir si dans les contextes où il existe une pluralité de problèmes éducatifs à régler, est-il possible d'inclure dans le système scolaire tous les enfants handicapés à travers des plans nationaux d'éducation? De cette question, observons l'implication des pays de l'Afrique francophone dans la mise en œuvre de ce type d'éducation. Le concept d'éducation inclusive est la problématique de la scolarisation des enfants handicapés. Les deux sont devenus des véritables vedettes dans tous les discours sur les politiques éducatives. L'éducation inclusive est devenue une thématique centrale avec des modalités d'opérationnalisation d'un pays à l'autre, variant de l'inclusion partielle des élèves dans des structures plus ou moins parallèles et à l'inclusion totale en milieu ordinaire. Des volontés louables sont manifestées dans les politiques éducatives, même si ces derniers reconnaissent l'existence des défis non encore relevés, comme par exemple la maîtrise de la demande dans toute sa plénitude pour la mise en place d'un dispositif d'éducation inclusive d'offres suffisantes et appropriées. Qu'en est-il alors de l'état des lieux? Pour l'effectivité de l'éducation inclusive, du chemin reste à faire. Et c'est évident pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les jeunes en situation de handicap vivent le plus souvent dans des ménages les plus pauvres. L'accès à la scolarisation est tardif et les rendements scolaires le plus souvent mitigés. L'analyse de l'inclusion des élèves handicapés dans nos systèmes éducatifs révèle aussi qu'elle se développe et engendre des bouleversements importants, comme par exemple nos États sont appelés à réviser les curricula, à identifier des métiers porteurs et des métiers connexes inclusifs pour nos jeunes handicapés qui sont appelés à rentrer dans la vie active. La construction d'une vision pour une prise en compte correcte des enfants handicapés dans nos pays de faible revenu demeure une exigence. Les types de handicap combinables dans des classes ordinaires et non une élimination risquée des écoles spécialisées pour certains types d'enfants, contrairement à l'injonction d'inscrire l'enfant à l'école du quartier avec des salles de classe bondées et un environnement d'apprentissage de qualité limitée, est toujours d'actualité. En somme, disons que le concept d'éducation inclusive désigne un système éducatif qui devient accueillant pour tous et se dote des moyens pour répondre aux besoins de tous les enfants en situation de vulnérabilité, y compris les enfants handicapés. L'on s'interroge sur comment assurer la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des enfants handicapés, mais aussi en situation d'un lourd poids de tradition et de la pauvreté. L'éducation inclusive devient alors, chers collègues, un idéal à atteindre. Je vous remercie. Allô? Oui, merci beaucoup, Dr Maurice Badakou, pour planter le décor. Et en somme, l'éducation inclusive
est un système d'éducation accueillant pour tous les enfants et qui se dote de moyens pour pouvoir l'assurer. Merci pour la présentation de ce concept. Aujourd'hui, pour permettre aux enfants d'être éduqués sur la base de l'égalité avec les autres, il leur faut avoir aussi accès aux ouvrages. Or, la plupart de nos pays francophones d'Afrique, les ouvrages sont en version imprimée. Cela constitue un défi également à relever. Et des efforts ont été déjà faits par la communauté internationale pour parvenir à un traité dénommé le traité de Marrakech depuis 2013. Ce traité, dont la ratification est en train d'être poussée en termes de plaidoyer au niveau international par l'Union mondiale des aveugles, a comme dépositaire l'Organisation mondiale pour la protection intellectuelle. Comment bénéficier de ce traité si nous ne comprenons pas ce que c'est que ce traité, son historique, son contenu? Nous allons permettre à notre frère Moussa Tia de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un formateur d'Afrique francophone sur ce traité, de nous aider à comprendre l'historique, la genèse, le contenu de ce traité. Moussa Tia, vous avez donc la parole. Ouvrez votre micro. Allô, Moussa Tia? Voilà, c'est bon. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit 5 sur 5. Voilà, c'est que vous aviez coupé mon micro. Oui, on a demandé à tout le monde d'arrêter le micro lorsqu'il y a un autre intervenant. D'accord. Merci Ayassou. Je tiens à remercier les autres panélistes, le docteur et madame la directrice. Remercier également mon collègue de l'Afrique anglophone, Martin Kieti, avec qui nous avons fait la formation au Canada. Et dire que j'ai la lourde responsabilité en une dizaine de minutes de vous entretenir de la genèse du traité de Marrakech, mais également de son essence. Avant d'introduire, je voudrais rajouter que je suis également le président de l'Amitié des aveugles du Sénégal, qui est une organisation d'aveugles. Alors, le traité de Marrakech, selon notre compréhension, pose une problématique. C'est, si vous voulez, la problématique de la jouissance d'un droit humain, c'est-à-dire le droit à la lecture, le droit à l'information, mais surtout le droit au savoir et le droit pour le créateur, avec un petit c évidemment, ou l'artiste, de protéger son œuvre. C'est, si vous voulez, toute la problématique du traité de Marrakech. Et cela, c'est ce que les rédacteurs du guide relatif au traité de Marrakech ont appelé le carrefour du système international des droits humains et le système international de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est le traité de Marrakech? Version simplifiée, nous allons dire que le traité de Marrakech est le second
ou le deuxième, pour dire vrai, parce que peut-être il peut y avoir un troisième. C'est donc le deuxième instrument juridique international relatif à la prise en compte des droits des personnes handicapées après la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est dire que c'est un accord international légalement contraignant qui vise à faciliter l'accès aux œuvres, aux documents imprimés des personnes ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Je reviendrai sur cette appellation parce qu'en réalité, on parle de personnes aveugles, de personnes déficientes visuelles et de personnes ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Ce sont les personnes bénéficiaires. Donc, il y a lieu de retenir que le traité de Marrakech est le fruit de longues négociations à l'issue desquelles une conférence diplomatique a été organisée à Marrakech, au Maroc, du 17 au 28 juin 2013. Mais comme vous pouvez le constater, l'accord n'a pu se faire que le 27, c'est-à-dire la veille de la clôture de la conférence diplomatique. C'est une manière de dire que c'était des négociations âpres pour parvenir à cet accord-là. Mais avant de progresser, vous me permettrez de rappeler brièvement quelques raisons qui fondent le traité de Marrakech. Le modérateur l'a souligné tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Le premier point concerne ce qu'on appelle la soif de livres accessibles ou la pénurie de livres accessibles. Cela veut dire quoi? C'est qu'on a constaté à travers le monde que moins de 7% des productions livresques étaient accessibles aux personnes qui ont des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Et ce taux, si l'on y prend garde, était devenu presque nul quand on en arrive en Afrique. C'est-à-dire que c'est moins de 1% pour le continent africain. À titre d'exemple, je voudrais noter ou faire remarquer que ici au Sénégal, il y a une anecdote, et c'est plus qu'une anecdote que raconte un directeur d'école. Une fois, il était en train de distribuer des livres aux apprenants. Dans la classe, il y avait un élève déficient visuel. On a donné à tout le monde leur livre, sauf à lui. Il a interpellé le directeur en lui disant « Monsieur et moi ». Le directeur a dit que ce jour-là, il était abasourdi, il était vraiment très affecté. Ce n'est pas qu'on n'avait pas prévu quelque chose pour lui, mais en réalité, on n'avait pas prévu de livre. Et vous le savez tous, toutes les personnes handicapées visuelles qui ont eu à fréquenter les écoles ont pu juste bénéficier d'extraits de textes à la place des livres. Deuxième aspect, ce qu'on peut appeler les exceptions et la territorialité du droit d'auteur. Je suis toujours dans les raisons qui fondent le traité de Marrakech. Vous savez que à travers le monde, il y a juste, disons, environ un tiers des pays ont pu intégrer dans leurs lois relatives aux droits d'auteur des exceptions. Et vous conviendrez avec moi qu'en Afrique, il n'y en a presque pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en France, on a peut-être des exceptions. En Suède, on en a peut-être. Mais dans la loi relative aux droits d'auteur, ici au Sénégal, la loi qui a été modifiée en 2008,
il n'y a aucune exception pour les personnes handicapées visuelles ou les personnes qui ont des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Et même quand je parle de la territorialité du droit d'auteur, c'est que pour ces États qui ont des exceptions dans leur loi, ils n'ont pas la possibilité d'échanger des copies accessibles avec d'autres États. Donc, en France, on a une loi, on a des exceptions. Ensuite, on a des exceptions, mais les livres produits de façon accessible en France ne peuvent pas être échangés en Suède ou en Allemagne ou ailleurs, parce que la loi concerne le pays. C'est ça qu'on peut appeler la territorialité. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'un livre peut être rendu accessible en France et le même livre va pour une utilisation quelconque ou devra être rendu accessible aussi ailleurs, à cause justement de cette limite que constituait le droit d'auteur au niveau national. Troisième et dernière raison, il y en a d'autres évidemment, c'est la conformité dans la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées. Vous n'êtes pas sans savoir que la Convention des droits des personnes handicapées, c'est vrai, concerne toutes les personnes handicapées, alors que le traité de Marrakech concerne une partie des personnes handicapées. Mais ce qui est important ici, au-delà du fait qu'il y a cette impossibilité d'échanger des copies accessibles, la Convention des droits des personnes handicapées, tout comme le traité de Marrakech, s'est inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et que, Ayassou l'a rappelé tout à l'heure, l'article 24 de la Convention, tout comme l'article 21, l'article 21 aborde la question de l'éducation, l'article 21 aborde la question de l'accès à l'information, de la liberté d'expression et d'opinion, l'article 9 par rapport à l'accessibilité, l'article 30, si vous voulez, par rapport à la culture, et là c'est un point important, le 30.3. Donc tous ces articles de la Convention sont, si vous voulez, mis en exergue par le traité de Marrakech dans leur mise en œuvre. Voilà, si vous voulez, trois raisons qui ont fondé ou qui justifient le traité de Marrakech. Qu'est-ce que c'est que le traité de Marrakech? C'est quoi son essence, son contenu, si vous voulez? L'importance dans le traité de Marrakech se trouve, si vous voulez, entre les articles 2 et 5. C'est là où vous aurez d'abord les œuvres concernées par ce traité, l'article 2. Mais il y a également un aspect important, c'est les personnes bénéficiaires. Je le dis dans mon propos liminaire, que le traité de Marrakech ne concerne pas seulement les personnes handicapées visuelles. Les personnes ciblées à l'article 3 parlent de 3 types de bénéficiaires. Les personnes aveugles, les personnes déficientes visuelles, c'est comme les personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, les personnes, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de tenir un livre a des difficultés pour lire. Si vous n'avez pas de main ou de bras pour tenir un livre, vous êtes concerné par ce traité de Marrakech. Et c'est la troisième catégorie quand on parle de personnes ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Mais l'essence du traité de Marrakech, si vous voulez, c'est d'étancher cette soif de lecture, cette soif, cette pénurie de livres accessibles que j'ai mentionné tantôt. Ça a été l'un des projets, l'un des objectifs. En quoi faisant? En incluant dans les lois nationales relatives aux droits d'auteur la possibilité de créer des documents accessibles sans avoir à recourir
à l'autorisation du détenteur du droit. Ça, c'est le premier objectif. Le second, c'est de permettre l'échange transfrontalier de copies en format accessible. Et là, intervient, si vous voulez, un aspect important, c'est où ce sont ce qu'on appelait les entités autorisées. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à tout un chacun d'échanger, si vous voulez, des livres en format accessible, parce qu'il y a aussi la nécessité, comme je l'ai dit en introduction, de protéger les œuvres, de respecter le droit d'auteur, des créateurs ou des éditeurs. Donc, si vous voulez, voilà globalement résumé pour cette première partie l'essence et la genèse du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès aux œuvres publiées, aux documents imprimés pour les personnes aveugles, les personnes déficientes visuelles et les personnes ayant d'autres difficultés à la lecture des caractères imprimés. Je reviens sous peu. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Moussatia. Et nous pouvons résumer que ce traité, c'est le carrefour de la jouissance du droit à la lecture et du droit de la propriété intellectuelle. Merci. Nous pouvons également dire que si l'éducation inclusive est une forme d'éducation qui doit accueillir tous les enfants et que le traité de Marrakech peut étancher la soif de lecture sur les personnes qui ont des difficultés dans ce sens, l'État apparaît comme un acteur institutionnel important sur cette ligne. Nous allons laisser la parole à Madame Coulibaly Maria Sangaré pour nous rappeler le rôle de l'État dans la promotion de l'éducation inclusive et étant donné que l'éducation apparaît comme un rôle régalien de l'État. Madame Coulibaly Maria, vous avez maintenant le micro pour nous entretenir. Merci, monsieur Ayassou, et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte à merveille. C'est tout un plaisir pour moi d'être des vôtres. Donc, avec plaisir, je vais un peu parler du rôle de l'État. Le rôle de l'éducation, d'une manière générale, revient à l'État. C'est son rôle régalien, d'autant plus que nos États sont les États signataires des droits de l'enfant d'une manière générale et d'une manière spécifique les droits des personnes en situation de handicap. Donc, tout comme l'éducation en général, l'État assure le rôle régalien dans la promotion de l'éducation inclusive pour les apprenants non seulement déficients visuels, mais pour les apprenants handicapés d'une manière générale. Donc, parlant du cas spécifique du Mali, en 2018, nous avons élaboré le programme décennal de l'éducation et de la formation professionnelle. Dans ce programme décennal qui a débuté en 2019, l'éducation inclusive devient transversale dans toutes les activités concernant les enfants en processus d'apprentissage, qu'ils soient handicapés ou enfants dits normaux. Donc, l'éducation inclusive est au cœur du programme décennal de l'éducation au Mali. Donc, au niveau du programme, nous, au Mali, nous avons adopté en 2011 une politique nationale sur l'éducation spéciale. À partir de cette politique nationale, une direction nationale en charge de l'éducation préscolaire et l'éducation
spéciale est née. Donc, cette politique étant un peu, qui n'a pas pris en compte l'éducation inclusive, donc le ministère de l'Éducation nationale, qui est l'État, avec ses partenaires qui sont dans les domaines spécifiques de prise en charge des enfants en situation de handicap, nous sommes en train d'élaborer un autre document ou de faire une relecture du document de politique nationale sur l'éducation inclusive. C'est-à-dire dans le document de politique de l'éducation spéciale, nous allons prendre l'entité éducation inclusive qui est une entité d'actualité, une forme d'éducation qui doit accueillir tous les enfants à égalité en tenant compte des particularités de chaque type de déficience. Donc, autre problématique sur laquelle nous sommes en train de faire la sensibilisation et le plaidoyer auprès des décideurs, c'est la prise en charge des données statistiques, surtout auprès de nos CPS, c'est-à-dire nos cellules de planification statistique, des données statistiques concernant les enfants en situation de handicap. Donc, c'est sur ça que je peux pour l'instant m'exprimer. Spécifiquement au Mali, vous connaissez un peu l'association malienne des aveugles du Mali, l'UMAV, donc qui existe il y a plus d'une trentaine d'années. Dans ces écoles, il existe toujours des enfants non-voyants, malvoyants et voyants qui ont toujours eu des cours ensemble. Donc ça, nous l'avions depuis 30 ans. Et maintenant, tous les examens qui se déroulent au niveau de ces structures, les examens prennent en compte la préoccupation ou la particularité de ces enfants malvoyants afin qu'ils puissent composer comme tous les enfants dits normaux. Donc, voilà plus ou moins ce que nous sommes en train de faire en tant qu'État pour la promotion de l'éducation inclusive dans notre pays. Je vous remercie. Ayassou? Oui, merci beaucoup, Voilà. Madame Coulibaly, pour nous avoir rappelé le rôle de l'État avec simulation du cas du Mali dans la promotion de l'éducation inclusive. Aujourd'hui, il est clair que les États se sont engagés à travers la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions, des traités et des politiques internationales qui insistent sur cette forme d'éducation. En faisant l'état des lieux avec le docteur Maurice Badakou, nous avons vu qu'il y a du chemin à parcourir. C'est un processus dans lequel nous sommes. Et il faut rappeler également que nous devons aller vers la normalisation des écoles qui promeut l'éducation inclusive. Et c'est le lieu pour nous de savoir avec Dr Badakou quelles sont les normes et standards, quelques normes et standards qui doivent être respectés pour qualifier une école de véritable école inclusive. Dr Badakou Maurice. Effectivement, dans l'optique de promouvoir le droit des personnes handicapées, il nous faut vraiment relever les normes et standards d'une école inclusive. Ces normes sont des modèles appropriés pour assurer l'éducation inclusive de qualité. Pourquoi? Tout simplement à travers un constat. Le constat, c'est que malgré les directives données à tous les niveaux, on note toujours une insuffisance et des disparités dans leur application correcte et rigoureuse d'une structure à une autre dans nos États. En vue d'apporter des améliorations,
le pilotage, c'est-à-dire le management du système éducatif du niveau national à l'établissement scolaire, parce que c'est en classe que tout se joue. Donc, ce pilotage doit reposer sur des normes et standards de qualité partagés par tous. Quels sont les domaines d'application assez bien définis? Nous avons retenu 8 qui sont les infrastructures et les équipements, la formation et la qualification des enseignants, les programmes scolaires, d'enseignement apprentissage, les variables individuelles liées aux apprenants et les variables de contexte. Les normes standards doivent être l'heure d'appréciation physique au niveau de la communication et de l'information. Physiques sont mises en place les infrastructures respectant les dimensions requises. Un minimum adapté, un matériel minimum de nettoyage et de prévention des pandémies, comme par exemple le COVID-19, pandémie qui nous harcèle en ce moment. Des registres et des gestions sont disponibles. Au niveau de la communication et des infrastructures, du matériel didactique et des outils pédagogiques adaptés sont disponibles dans nos écoles. Une pédagogie tenant en compte la diversité que la différenciation pédagogique intégrée à l'éducation et sont mises le personnel d'encadrement et les enseignants ont reçu régulièrement de la formation. Prenant en charge les besoins en développement inclusif transport. Les rampes sont conçues et dimensionnées pour les petites mains, petite taille avec et de ton. Pour tout distinguer dans la vie existe, elle devrait maximiser l'inclusion. Chaque enfant peut quitter son domicile et venir à l'école sans encombre. Cela veut dire quoi? Rapprocher l'école de l'enfant. À ces normes, nous ajoutons celles liées à la gouvernance de l'éducation et de la formation. À tous les niveaux du système, le pilotage et la coordination du secteur de l'éducation et de la formation sont renforcés. Les ressources humaines organisationnelles sont gérées de façon efficiente et rationnelle. L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements sont assurés. En somme, l'élaboration et le respect des normes et standards de l'éducation inclusive, tenant compte du contexte, s'impose. Ça, ne nous voilons pas la face. Ça s'impose comme le levier incontournable des stratégies d'inclusion scolaire
en Afrique francophone. Monsieur le Président, je vous remercie. Oui, merci, Dr. Maurice Badako. Nous comprenons aisément que l'éducation inclusive en termes de normes et standards se fonde sur des principes tels que la disponibilité, l'accessibilité, l'adaptabilité. Et vous l'avez bien si dit que ces normes sont des normes idéales et qu'il faut l'adapter en tenant compte du contexte de nos États, contexte en termes de culture, en termes économiques, en termes sociaux. Bref, nous devons tendre vers cet idéal. Monsieur Moussa Tiar, nous avons vu la genèse du traité de Marrakech. Nous avons compris son contenu, son essence, mais aujourd'hui, nous savons que la promotion de la ratification ou le plaidoyer pour la ratification de ce traité se fait au niveau international et nous voulons revenir aux États francophones d'Afrique. Quelle est la situation de la ratification et quels sont les avantages pour nos États et les apprenants déficients visuels lorsque les États ratifient cette convention? Merci, Ali. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Oui, on te reçoit très bien. Oui. C'est bon. Voilà. Ah, très bien. Donc, pour cette deuxième étape de la conférence, je dois aborder la question de la situation en Afrique francophone, la situation de la ratification évidemment, et les avantages pour les États et pour les apprenants déficients visuels. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vrai, le plaidoyer est très fort et très élevé au niveau international, mais c'est tout le contraire dans nos pays francophones. Et même le plaidoyer est très élevé pour les autres pays, des pays anglophones entre autres. Ce que je dois d'abord préciser, c'est que la ratification n'implique pas des incidences financières. Ça, c'est une première chose, une première précision. Et que beaucoup d'États, quand on parle du droit des personnes handicapées, la mesure est vite faite pour l'aborder sous l'angle du coût, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Mais il faudrait également penser, quand on va parler de ratification, de la seconde étape, c'est-à-dire la mise en œuvre. Généralement, ratification et mise en œuvre doivent aller de pair, parce que c'est un diptyque, à mon sens, très intéressant. Sinon, on va refaire le travail. Alors, la situation en Afrique francophone, elle est assez simple. D'abord, il faut dire que le Mali, notre voisin de Madame la directrice, a été le premier pays africain à ratifier le traité de Marrakech. Ça, c'est déjà en 2014. Et que donc le Mali a fait partie des pays que j'ai appelés le peloton de tête. C'est-à-dire que les 20 pays qui ont permis au traité de Marrakech d'entrer en vigueur en 2016, le Mali était le seul représentant africain. Donc, pays de l'Afrique de l'Ouest, pays francophone. Après le Mali, cette parenthèse du Mali, il y a eu la Tunisie après. Puis récemment, si je ne m'abuse, la Côte d'Ivoire. Alors, il faut aussi préciser que
la Mauritanie et le Sénégal sont en bonne posture. Je veux dire que le plaidoyer est très avancé parce que j'ai eu la possibilité de faire la formation en Mauritanie. Je l'avais envisagé pour le Togo, mais ce n'est pas encore fait. J'ai également fait cette formation au niveau du Sénégal et que les processus évoluent, même s'il y a des défis toujours à relever. Donc, pour ce qui est de la situation en Afrique francophone, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que c'est un pourcentage de pays, un pourcentage très faible de pays qui ont vraiment ratifié ce traité de Marrakech. Et donc, il y a lieu d'élever le niveau du plaidoyer. Ça, au moins, c'est certain. Pour toute autre information, vous pouvez toujours vous référer au site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour avoir des informations à chaud sur les ratifications et les adhésions. Deuxième sous-point, les avantages pour les États, les avantages pour les apprenants. Bon, je dois d'abord préciser, vraiment, et tout le monde le sait, que nos États ont des obligations vis-à-vis des citoyens, handicapés ou pas. Ça, ce sont des obligations. Donc, je pense que tout ce qui entre dans le cadre de la jouissance ou du respect du droit des personnes handicapées, les États doivent prendre toute la responsabilité nécessaire pour, en tout cas, les mettre en œuvre. Évidemment, on va toujours poser pour nos pays africains le niveau de vie, entre autres. Mais comme j'ai dû le rappeler tout à l'heure, la ratification et la mise en œuvre du traité de Marrakech n'impliquent pas des incidences financières. Donc, il ne faudrait pas que les gens puissent mettre en avant cet argument-là. Ce n'est pas un argument qui prévaut. Alors, premier avantage, je pense que le traité de Marrakech, sa ratification, la production de livres en format accessible bénéficie, en tout cas renforce, ou si vous voulez, améliore la qualité et même l'équité dans les enseignements, apprentissages. Ça, c'est indéniable. Vous savez, le principe de, je pense que le docteur le rappelait tout à l'heure, le principe de l'éducation pour tous, c'est que tous les enfants puissent apprendre. Ça, c'est le principe, que tous les enfants puissent apprendre. Mais quand on en arrive à l'éducation inclusive, c'est qu'il faut aller maintenant au-delà d'apprendre. C'est le principe pour l'éducation inclusive, c'est que tous les enfants puissent apprendre ensemble. Et le mot ensemble a ici toute sa valeur et son importance. Je pense que ça, c'est un avantage aussi bien pour les pays que pour les apprenants. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est la réduction des inégalités. Ayassou a souligné dans son propos liminaire les objectifs de développement durable. Le docteur y est revenu avec l'objectif 4, mais il y a également l'objectif 10. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, qui ont le droit d'accéder à l'éducation, de participer comme tout le monde en vue d'avoir des résultats probants, permettre aux uns d'avoir des livres et aux autres pas, que les autres puissent seulement sur la base d'extraits. Ça, c'est une inégalité en termes de compétition. Je pense que la course a été engagée de façon inégale. Et ça, c'est un coin du voile que le traité de Marrakech a levé ici. Vous conviendrez avec moi, en tout cas au Sénégal, beaucoup d'enfants déficients visuels ont appris depuis l'élémentaire au supérieur sans avoir la possibilité de lire un livre en entier. Ce sont des extraits qu'on nous donne.
et etc., etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect assez important, la réduction des inégalités. Il y a la participation active pour les apprenants comme avantage également qu'il faut souligner. Je l'ai dit tantôt, l'éducation inclusive, c'est l'accès, mais c'est également la participation. Envoyer les enfants à l'école sans leur donner la possibilité de participer au même titre que leurs camarades, ça peut créer des frustrations. Et ça peut constituer même l'échec de l'enfant, mais au-delà, l'échec de tout un système. Donc, à partir de ce moment, on est d'accord que quand on parle de participation, il y a, c'est vrai, la consultation, mais pour l'enfant, ce qui est plus important, c'est que dans la classe, qu'il puisse, au même titre que ses camarades, lever la main, poser la question, poser une question, répondre à une question, participer. Essayer de voir ce que ça peut faire comme satisfaction, comme envie pour cet enfant-là. Un dernier point, il y a l'inclusion scolaire de l'enfant, ou l'inclusion sociale. Parce que aussi, au-delà des enseignements, si vous voulez, l'éducation, c'est un système, c'est un environnement, et dans cet environnement où l'enfant évolue, il aura besoin, dans le cadre de la complétion des cours, de pouvoir échanger et de pouvoir également communiquer avec ses camarades. Et souvent, le livre est un moyen utile de comprendre, non seulement de mieux comprendre sa culture, mais également de comprendre la culture de l'autre, de pouvoir renforcer les liens sociaux. Et c'est en ce sens que je parle d'inclusion sociale, c'est en ce sens que je parle d'inclusion scolaire pour l'enfant. Évidemment, il y a d'autres avantages, mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le seul avantage, je pense, pour les États, c'est de traiter les citoyens sur un pied d'égalité. Et cela ne saurait se faire si les uns ont la possibilité de faire des recherches, d'accéder aux informations à un moment où les autres n'en ont pas. Donc voilà ce que je voudrais dire pour cette deuxième question. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Moussatia. Il s'agit pour les États d'assurer l'égalité de chance, de garantir l'égalité de chance à tous les apprenants. Merci, merci, merci. Nous savons que dans la promotion de cette éducation inclusive, l'État doit jouer son rôle régalien. Beaucoup de nos constitutions sont claires. L'État doit assurer l'éducation à tous les enfants, sans distinction aucune. Mais aujourd'hui, dans la promotion de l'éducation inclusive, il est également clair que l'État, en tant qu'acteur institutionnel, ne peut pas être seul dans la danse. Il a besoin de collatéraux, il a besoin de travailler en synergie avec d'autres acteurs pour que le résultat que nous escomptons tous soit atteint. Nous allons laisser la parole à Madame Coulibaly Maria Sangaré de nous montrer quelques-uns de ces acteurs qui doivent travailler avec l'État et quel doit être le rôle de ces différents autres acteurs. Madame Coulibaly Sangaré. Merci, M. Ayassou.
nos États ont des obligations, des devoirs et des défis à relever vis-à-vis de ses concitoyens. Donc, la majeure partie de nos pays ont signé et ratifié différentes conventions, différents traités et ont pris des lois en faveur de la promotion de l'éducation. Mais malheureusement, l'État ne peut pas tout faire seul. C'est pourquoi l'État, le plus souvent, est appuyé et accompagné par nos acteurs au développement, c'est-à-dire nos partenaires techniques et financiers. Dans le domaine concret de l'éducation inclusive, l'État travaille en synergie d'action avec inclusion et humanité. L'État travaille avec Sight-Savers. L'État travaille avec l'UNICEF, l'USAID. L'État travaille avec aussi les organisations fêtières, comme la FEMA, la Fédération malienne des personnes handicapées, comme l'UMAV, l'Union malienne des aveugles du Mali. L'État travaille avec la coalition des organisations nationales de la société civile pour l'éducation pour tous. Donc, voilà un peu la panoplie de personnes qui appuient, ou d'ONG qui appuient au quotidien l'État. Donc, je profite de ce créneau pour leur envoyer mes sincères salutations et mes sincères remerciements au nom de mon ministre, le ministre de l'Éducation. N'eût été leur accompagnement, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui au Mali. Donc, un grand chapeau à nos partenaires qui ne cessent de nous appuyer au quotidien. Donc, ces partenaires appuient et accompagnent l'État en matière de scolarisation, la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires, au même titre que les enfants dits normaux, mais en tenant compte de leurs particularités. Ces partenaires nous aident aussi dans la sensibilisation pour ce changement de comportement et de mentalité, dans l'identification, le diagnostic, dans l'élaboration des modules pédagogiques à leur endroit, dans la formation des acteurs à tous les niveaux et dans le suivi et évaluation. Donc, pendant la période de Covid, nous avons reçu un appui technique et financier de HI, Humanité Inclusion, de l'UNICEF, de Sight-Savers. Donc, à travers le soutien des mesures aux barrières, avec les kits d'hygiène, avec la formation à distance. HI a même fait bénéficier les enfants non-voyants des radios solaires avec lesquels ils suivent les cours à distance, à domicile, avec l'appui des enseignants itinérants. Des cours de soutien ont été aussi développés pendant la période de COVID-19 au profit des enfants et de leurs familles. Comme je le disais tantôt, ils ont reçu presque chaque famille et chaque centre de kit de lavage des mains avec les savons qui y accompagnent. Aussi, des relais communautaires ont assuré le suivi à domicile de l'utilisation de ces radios solaires et du dispositif de lavage des mains. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous avions fait et que nous sommes en train de faire dans le domaine de la promotion de l'éducation inclusive au Mali, nous avons le soutien vraiment sans emballage de nos partenaires techniques et financiers, qu'ils en soient remerciés ici. Merci, M. Ayassou. Donc, comme vous le voyez, ils sont au début et à la fin de toutes nos actions. Merci. Merci, Madame Coulibaly. Et à travers cette présentation, nous voyons
qu'en dehors de l'État, comme acteur institutionnel, nous avons d'autres acteurs comme les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les ONG nationales et internationales, les organisations même de personnes handicapées, mais aussi qui sont accompagnés par l'association des parents d'élèves. Exactement. C'est clair que tous ces acteurs doivent se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts pour atteindre une scolarisation massive des apprenants, y compris les apprenants déficients visuels. À présent, M. Maurice, une terminologie qui a été avancée, et c'est aussi un des acteurs qui contribue à cette éducation inclusive que Mme Coulibaly a mentionné tout à l'heure, les enseignants itinérants. Qu'est-ce que c'est? Et également, quelles peuvent être nos perspectives, parce que nous sommes en train de vivre une pandémie à coronavirus qui a des impacts sur l'éducation des apprenants et surtout des déficients visuels. Quelles peuvent être les perspectives de nos États pour cette éducation? Parce que de plus en plus aujourd'hui, nous voulons tendre vers un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable. Docteur Barakou Maurice. Docteur Barakou Maurice. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Effectivement, je suis formateur en éducation inclusive et formateur aussi des enseignants itinérants et professeurs de suivi, des enseignants ordinaires dans les classes de l'enseignement général. Et effectivement, nous reconnaissons aujourd'hui que l'éducation inclusive, la prise en charge des enfants handicapés en milieu ordinaire ne doit plus être l'affaire de l'enseignant seul. Tout le monde doit s'impliquer. Et ils doivent aussi bénéficier de l'expertise des centres spécialisés, des services médico-sociaux, etc., pour coordonner ces actions et faciliter la prise en charge des enfants handicapés dans les classes ordinaires. Au Togo, par exemple, nous avons adopté la stratégie des enseignants itinérants. Et c'est au primaire et au secondaire, ils sont appelés les professeurs de suivi. Ils ont pour charge fondamentale de servir de trait d'union entre l'enseignant de la classe ordinaire et l'enfant handicapé visuel, et aussi entre l'enfant handicapé visuel et sa famille, la famille de l'enfant handicapé visuel et son école, et aussi entre l'enfant handicapé visuel et les centres spécialisés. Aujourd'hui, nous avons des résultats, mais il reste toujours du chemin à parcourir. Alors, qu'en est-il des perspectives? Pour les perspectives, empruntons ce dicton de Lao Tzu, je cite, « L'homme n'est pas fait pour construire des murs, mais des ponts. » Oui, le chemin vers l'éducation inclusive est parsemé de belles réussites ici ou là, mais aussi nous devons bien reconnaître de nouveaux freins. Pour une éducation inclusive réussie, des ponts et des passerelles, je veux dire, sont à penser, à construire et à vivre entre le monde médico-social
et celui de l'école, puis entre l'école et la famille des enfants handicapés. Ces univers qui ont vécu jusque-là de façon parallèle et complémentaire vont être maintenant amenés à se joindre dans un avenir proche pour travailler ensemble. Encourager la désinstitutionnalisation, à savoir l'ouverture par moment du système éducatif, d'une part, en déplaçant les personnels enseignants et les éducateurs dans les milieux de vie des enfants, jeunes et adultes handicapés, et d'autre part, en valorisant le partenariat avec les ONG engagées dans l'éducation inclusive, puis refermer en vue de la régulation. C'est des nouvelles façons de gestion des systèmes, de pilotage des systèmes. Et l'école aussi est concernée par cette évolution de gestion du système, car l'école est une institution sociale, un système social. Donc, il faut que nous passions prochainement de la gestion de ces systèmes au pilotage des systèmes. C'est très important. La transition vers une école plus et mieux inclusive est vraiment l'affaire de tout le monde. Continuons alors les plaidoyers en expliquant que ces nouvelles perspectives vont venir nous bousculer, bien sûr, mais aussi nous enrichir, je veux dire, encore plus individuellement, collectivement, au sein de nos communautés éducatives. Et ceci sur plusieurs plans. Permettez-moi de citer au moins 3. Sur le plan de l'éthique, des valeurs communes, des mentalités. Sur le plan professionnel, avec la nécessité de penser encore mieux l'accessibilité pédagogique. C'est très important car c'est en classe que tout se joue. C'est là-bas que l'enfant doit apprendre, développer des compétences. Qui vont sur son milieu. Enseignant, c'est très important ce niveau aussi pour une éducation inclusive de qualité. Enseignant et pour une. Monsieur le Président, je vous remercie. Allô? 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 Voilà. Allô? Allô? Oui, docteur. Allô? Oui. Oui. Okay. Oui, docteur, oui. On dirait que Ayassou s'est déconnecté là. Oui, Ayassou s'est déconnecté. Bon, je suis actuellement à l'université, dans l'enceinte de l'université de Lomé. Okay. Et j'ai l'impression qu'on a coupé le courant. Chez nous, on vient de couper le courant. Je ne sais pas si c'est ça qui le gêne. Non, mais moi, je vous reçois. Allô, je vous reçois. Ah, mais Ayassou, tu étais parti, toi. Oui, allô, c'est bon?
Oui. OK. Oui, Merci m'avez beaucoup. suivi. OK, merci beaucoup. Oui, oui, je t'ai suivi très bien. Merci beaucoup, docteur Barakou, pour cette perspective. En clair, nous devons être des artisans de la construction de ponts entre les hommes et ne pas faire des murs entre nos apprenants. Tous nos apprenants doivent être ensemble. Merci. Lorsque nous avons suivi M. Moussa Tia pour lutter contre la soif de livres à travers le traité de Marrakech, nous nous sommes rendus compte que le plaidoyer doit être accentué, notamment au niveau des pays francophones d'Afrique. Okay. Le nombre de pays ayant ratifié ce traité est très peu. Monsieur Moussa, pourriez-vous nous donner quelques suggestions d'action pour renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées visuelles même à accentuer le plaidoyer pour la ratification de ce traité? Merci, modérateur. Je pense que vous me recevez. 5 sur 5. Bien. Oui, en troisième et dernier lieu, il s'agira pour moi d'aborder la question des actions à entreprendre pour un petit peu élever le niveau par rapport au plaidoyer pour les pays africains. C'est un idéal pour moi, mais je pense que c'est nécessaire d'abord d'organiser un atelier de partage et de mise à niveau sur le traité de Marrakech. Je pense que beaucoup d'organisations de personnes handicapées ont la volonté d'agir. Beaucoup d'États même ont la volonté de mieux faire, mais souvent les informations partagées ne sont pas peut-être les bonnes, ou alors les informations ne parviennent même pas aux décideurs. Et c'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a peu de temps avant la pandémie du coronavirus, une réunion ou une rencontre qui devrait être organisée à Nairobi, notamment sur le traité. En tout cas, j'aurais souhaité que ICEVI, que l'Union mondiale des aveugles et ses autres partenaires puissent organiser pour les pays francophones un atelier de mise à niveau. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, si je m'en réfère à ce que nous avons fait ici et ce que j'ai vu également en Mauritanie, c'est qu'il faut, dans le cadre de ce processus de ratification, il faut d'abord que les organisations de personnes handicapées, de concert avec d'autres organisations, puissent mettre en place des équipes de plaidoyer et de suivi des actions. Je pense que c'est la directrice, Madame Koulibaly, qui en parlait tout à l'heure, en parlant des partenaires. Il y a lieu que les organisations de personnes handicapées puissent donc travailler en parfaite intelligence et en synergie avec les autres segments de la société. Il s'agira évidemment d'une équipe limitée. Au Sénégal, par exemple, nous avons eu l'Amitié des aveugles du Sénégal et par ricochet la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Nous avons eu un représentant de la société civile, c'est l'ONG Sight Savers, et nous avons eu le consortium pour les bibliothèques et la recherche. Donc, mise en place de ces équipes.
Évidemment, il va falloir également pour les organisations de personnes handicapées et leurs partenaires de pouvoir identifier de façon très claire le processus de ratification. C'est le ministère de l'information et de la communication. Quels sont les parties de ratification? Ça également, c'est une autre action. Et maintenant, il faudra élaborer des plans de sensibilisation et de plaidoyer pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ces activités de ratification. Je me souviens, au Sénégal, j'ai parcouru presque toutes les régions pour vulgariser le traité de Marrakech, son contenu, son importance, ses avantages. Mais souvent, on me posait la question, mais attendez, vous êtes en train de promouvoir l'accès à la lecture, etc. À un moment où les gens ne lisent plus, est-ce que vous n'avez pas de problème avec ça? J'ai dit, souvent je répondais seulement, non. Ceux qui ne lisent plus, c'est parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir lire. Mais nous, on ne nous a pas donné la possibilité de lire. Donc, il faudrait d'abord que nous ayons cette possibilité-là, et après, on verra. Mais dans tous les cas, on ne peut pas apprendre sans lire. Ça, c'est pas possible. Donc, en gros, il y a lieu vraiment de bâtir une alliance solide entre les organisations de et la société civile. Bon, les organisations de personnes handicapées, évidemment, sont membres de la société civile, mais également d'autres partenaires, comme les éditeurs, comme les associations d'écrivains, entre autres. Donc, c'est, si vous voulez, les quelques points que je voudrais noter en guise de perspective, mais également de recommandations pour permettre de relever le niveau de la ratification, des processus de ratification en Afrique francophone. Donc, c'est vraiment un plaidoyer que je fais pour terminer. Il faudrait nécessairement aller vers l'organisation de cette rencontre où on pourra convier et les pays qui ont ratifié et les autres qui n'ont pas encore ratifié. Parce que la ratification est un fait, mais la mise en œuvre en est un autre. C'est un autre aspect. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il serait bien de concilier ratification et mise en œuvre. Parce que sinon, ça risque d'être deux travaux, deux aspects qui peuvent aller ensemble. Donc, voilà ce que je voudrais dire, et tout en vous remerciant, monsieur le modérateur, pour m'avoir convié à ce webinaire. Merci à vous tous. Oui, merci beaucoup, monsieur Moussa Thier. Le temps que nous avons proposé est très largement dépassé, mais tout de même, nous allons voir avec quelques participants qui sont en ligne. Il y a une ou deux questions adressées spécifiquement à un panéliste ou à l'autre. Et ils peuvent ouvrir leur micro pour poser
une ou deux questions que nous pouvons prendre avant d'aller à la clôture de ce webinaire. Allô? 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 Oui, allô, on vous suit. Monsieur Barry du Mali. Oui, Barry Hadji, oui. Oui. Ma question, j'aimerais la poser aux trois panélistes en 1 minute chacun. Et quelles sont les actions concrètes mises en place par les États afin que les déficients visuels puissent suivre à temps les cours pendant les temps de Covid? En 1 minute. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a une autre question d'un autre? Oui, allô? J'aimerais aussi vous annoncer. Oui, allô? Oui, allô, on vous suit? Allô? Oui, allô, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Ok. Vous avez Borema Ismaïla du Niger. Oui. Allô? Oui, allez-y pour votre question. Et la question, Ismaël Bouddha. Oui. Ismaël, est-ce qu'il y a un autre? Oui, monsieur Ayassou. Oui, Boniface, depuis le Canada, oui. Oui. Je voudrais comprendre les financements qui sont disponibles dans la sous-région concernant l'éducation inclusive. Et puis, et je voudrais savoir aussi si au niveau de l'ICV, il y a de financement quand même pouvant accompagner la production de livres accessibles. Merci. Merci. Autres participants? OK, nous allons permettre aux panélistes, peut-être en commençant par Dr Badakou, pour la question de Barry Radi. Les actions concrètes mises en place par nos États pendant le temps de Covid pour permettre aux apprenants déficients visuels d'apprendre. Dr Badakou. En 1 minute. Oui, Dr Badakou. A effectivement mis en place des dispositifs à temps de COVID-19 pour permettre à nos apprenants déficients visuels d'apprendre. Dans presque tous nos États de l'Afrique francophone, des cours en ligne ont été faits. Ce sont des cours de soutien pour tous les élèves. Et ces cours de soutien, c'est à la télévision et à la radio. Et vous me suivez? Oui. À la radio, c'est des cours. Oui, c'est des cours que nos enfants même peuvent suivre à partir de leur smartphone. Et généralement, ces smartphones sont rendus accessibles maintenant pour la personne handicapée visuelle. Et cela n'épargne pas nos enfants handicapés visuels aussi de suivre ces cours. D'ailleurs, par exemple, à l'université de Lomé,
Et ces cours ont continué jusqu'aux examens partiels de fin de deuxième semestre. Et certains cours, carrément, c'est en ligne que ces cours ont été faits et nos enfants n'ont eu aucun problème pour les suivre. Bon, maintenant, là où se situent un peu les difficultés, c'est la disponibilité, parce que nous savons que beaucoup de nos enfants proviennent des familles démunies. Et ces éléments, ces appareils, ils n'en ont pas pour pouvoir suivre. Mais quand même, dans les villages, il y a des organisations locales et des radios communes qui ont aussi aidé nos enfants à pouvoir suivre ces cours. Voilà. Vous savez que nous avons été surpris par la pandémie. Donc, ces dispositions, la planification de ces dispositifs, ça n'a pas été au top. Mais quand même, ça a essayé de résoudre aux 2/3 les problèmes qui se sont posés à nous. Et l'expérience là fait que nos États sont confiants à travers la reprise des classes pour l'année scolaire 2020-2021. Ces cours planifiés à distance seront encore faits et va permettre à nos enfants aussi de suivre. Par exemple, l'ONG Humanité et Inclusion au Togo, dans la zone expérimentale de l'éducation inclusive, la zone septentrionale, a mis à la disposition de nos élèves non-voyants des tablettes et des smartphones. Et ils ont été formés aussi, les enseignants, les professeurs de suivi, les enseignants itinérants et quelques échantillons d'enseignants des établissements ordinaires ont été formés à l'utilisation de ces outils pour pouvoir suivre les cours en ligne au cours de l'année scolaire 2020. Merci beaucoup, M. Barako. Voilà la nous allons permettre, merci M. Barako, Dr. Barako. Est-ce que les autres panélistes ont des compléments pour cette question de mesures concrètes pendant la pandémie de coronavirus? Oui, moi j'en ai. Oui, Madame Coulibaly. J'en avais même parlé pendant la période de la COVID-19. L'État, comme tous ses concitoyens, nous avions été surpris d'une manière générale par la COVID. Donc, immédiatement, l'État, à travers ses partenaires, avec ses partenaires, a développé des cours à distance, chose qui était innovatrice chez nous, parce que ni les enseignants, ni les élèves n'avaient pas cette capacité d'adaptation. Donc, en fait, même si ce n'était pas une première, mais on n'avait pas cette habitude. Donc, les exigences ont fait qu'on en a créé à tous les niveaux pour tous les enfants. Donc, le problème des enfants avec particularité ou déficience posait problème à l'État. Donc, malgré ce temps de réflexion, donc, nous avons pris attache avec nos partenaires quotidiens, Humanité Inclusion au Mali, qui a développé avec les enseignants de leur zone d'intervention des cours, des ressources pédagogiques pour l'enseignement à distance. Donc, avec le financement de HI, les enfants non-voyants de cette zone d'intervention qu'est Sikasso ont bénéficié de radios solaires. Et ces radios solaires leur permettaient de suivre les ressources pédagogiques pour l'enseignement à distance développées avec l'appui, comme je le disais, des enseignants itinérants. Aussi, des cours de soutien leur ont été développés et ils ont bénéficié aussi des kits de lavage des mains. Les relais communautaires ont assuré le suivi à domicile de l'utilisation de ces radios et du dispositif de lavage de mains. Donc, voilà, grosso modo et rapidement, ce que l'État, à travers ses partenaires, a pu développer en faveur des enfants en situation de handicap, surtout les enfants non-voyants. Merci.
Merci, Madame Koulibaly. Oui. Monsieur Moussatiar, en 1 minute. Oui, justement, juste en 1 minute, dire que je m'inscris vraiment parfaitement dans la même lignée que mes 2 prédécesseurs et dire qu'au Sénégal, la menace que constituait la pandémie a été transformée en une sorte d'opportunité pour les personnes handicapées de façon générale et particulièrement pour les enfants. Dire également que donc les partenaires, l'État, ont mis donc à la disposition des enfants justement ces kits d'hygiène pour le respect des gestes barrières. Mais ce qui a plus retenu l'attention ici, c'est les cours à distance via la télévision ou la radio. C'est surtout ça. Parce que vous savez, avec la question de l'Internet, non, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident, l'adaptation, ça n'a pas été évident. Les outils qu'on doit utiliser, ça n'a pas été également évident, surtout pour les enfants. Je pense que ça a été un fait, mais fort heureusement, nous avons pu, en tout cas, juguler ce fléau et en tirer toutes les leçons nécessaires. Je voudrais également en profiter pour aborder la question par rapport au financement de Boniface, rapidement, si vous permettez. Ayassou? Oui, allez-y. Ah, voilà. Donc, dire que, voilà, pour les financements, je ne sais pas pour le niveau de ICV, mais je sais que l'ABC, Accessible Book Consortium, qui est une branche, si vous voulez, ou le bras de mise en œuvre de la ratification de ce traité de Marrakech au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je sais que l'ABC, donc, beaucoup de support, mais également d'accompagnement en termes de projets pour justement les documents accessibles, les livres en format accessible. Il y a également aussi le DESI Consortium qui œuvre également dans ce sens-là. Donc, pour ce qui est des financements, je pense que c'est déjà 2 entités importantes qui œuvrent dans ce sens-là. Maintenant, pour l'ICV, peut-être vous voulez répondre à Yassou ou Martin. Merci beaucoup. Merci. Martin? Oui, merci, monsieur Ayassou. J'aimerais dire que d'abord, pour répondre à la question concernant le ICV, actuellement, nous n'avons pas de fonds pour profiter de la production de matériel en format accessible parce que le besoin est très grand. Si on ouvre peut-être un appel pour la production de matériel scolaire en format accessible, presque tous les 50 pays de l'Afrique vont demander d'être aidés. Alors, notre poche est très petite, on n'a pas de tels fonds, mais personnellement, je travaille avec le DESI Consortium, lequel que Moussa a fait référence. Okay. Et je travaille aussi avec Benetech. Ces 2 organisations sont les organisations avec lesquelles je travaille à temps, qu'est-ce qu'on appelle, payé. Et je suis responsable de leur programme en Afrique. Et au DESI, oui, nous avons un programme de formation, et ça c'est déjà en ligne pour la production de matériel accessible. Alors, si vous voulez prendre ce programme, c'est gratuit chez nous, il faut me contacter et puis on va faire des arrangements pour voir comment vous allez prendre cette formation. Et puis, deuxièmement, à Benetech, nous avons maintenant ouvert la bibliothèque Bookshare.
à toutes les personnes aveugles en Afrique, à toutes les personnes déficientes visuelles en Afrique. Alors, vous pouvez maintenant être membre de la bibliothèque Bookshare gratuitement, mais il faut faire arranger comment l'inscription des membres sera faite dans votre pays. Nous cherchons des organisations qui vont faire partenariat avec nous pour régler l'inscription parce que il faut s'assurer que les membres qui seront inscrits comme membres de Bookshare sont des personnes qui ont vraiment des handicaps visuels ou des handicaps, qu'est-ce qu'on dit, lecture, comme c'est indiqué dans le traité Marrakech. Alors, vous êtes invité aussi à me contacter pour voir comment apporter ces ressources qui arrivent à nous après comme les résultats de la traité Marrakech. Même si vous n'avez pas déjà, même si votre pays n'a pas encore ratifié, il y a certains livres qui sont disponibles à vous, quelques centaines de milliers de livres qui sont disponibles à vous. Et puis pour les pays qui ont déjà ratifié, bon, toute la bibliothèque est ouverte aux membres. Nous avons presque 1 million titres là-bas. Et alors, ça, c'est une grande ressource qui est ouverte aux pays africains. Finalement, j'aimerais dire merci aussi de votre participation et les grandes discussions qui ont été menées ici avec l'animation, la modération de M. Ayassou. Encore, je dis merci, merci et merci. Merci, Martine, pour cette intervention. Les questions qui ont été posées, notamment la question de l'État, doit nous inspirer à encore affûter nos armes. Parce qu'il se pose un problème. La plupart des actions menées dans nos États en temps de pandémie, comme Moussa l'a dit, c'est une menace qui a été transformée en opportunité. Et l'appui a été apporté beaucoup plus par les partenaires, les ONG internationales, que par nos États eux-mêmes. D'où la nécessité pour nous de renforcer notre plaidoyer pour que les mesures de protection sociale soient renforcées, lesquelles mesures doivent assurer une égalité de chance à tous les enfants. Nous devons y arriver par la synergie d'action et dire également à M. Boniface pour la question des financements disponibles en Afrique francophone pour l'éducation inclusive, que la plupart de ces financements proviennent de la coopération internationale. Et pour finir, nous allons donc permettre à Mme Koulibaly de lancer un appel à la coopération internationale, aux partenaires techniques et financiers, pour plus d'attention à l'endroit des pays francophones en termes de financement de l'éducation des apprenants déficients. Merci, M. Ayassou. Je sais que nous faisons beaucoup. L'État a sa volonté politique manifeste. La preuve en est que nous avions signé et ratifié des conventions, des traités. Nous avons pris des lois. Donc, nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont avec nous en synergie d'action. Mais malheureusement, le défi reste encore énorme, très élevé. Donc, le cri de cœur que je lance est à l'État en tant qu'État et à nos partenaires, que ce soit partenaires des Nations Unies, partenaires internationaux,
même la société civile, même les organisations fêtières de la défense au handicap, je lance un appel à nous tous parce que les défis sont énormes. Jusqu'à présent, il y a des insuffisances par rapport au matériel didactique approprié, adapté. Jusqu'à présent, nous avons des insuffisances énormes par rapport aux ressources humaines qualifiées pour l'enseignement de ces enfants. Nous sommes confrontés à l'ignorance des parents, au scepticisme de la communauté et à l'ignorance de la communauté par rapport à la scolarisation de ces enfants. Nous avons un énorme problème par rapport à des données statistiques fiables. Donc, vu cette énormité de problèmes, de défis à relever, je lance un appel à nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que décideurs, en tant que bénéficiaires, en tant que tout le monde, de se mettre en synergie d'action, de mener des activités, de développer des stratégies de communication pour ce changement de comportement, de mener des plaidoyers à tous les niveaux, surtout au niveau des organisations fêtières, pour que vraiment, d'ici un certain temps, l'éducation puisse être une réalité dans tous nos États. Donc, seul avec la synergie d'action, avec le plaidoyer, la communication pour ce changement de comportement, nous y parviendrons un jour. Encore merci. Merci de m'avoir invité. Et bien des choses à tout le monde et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Madame Coulibaly. Chers participants à ce webinaire, nous voici arrivés à la fin. Nous avons abusé un peu de votre temps, mais le sujet était très important pour nous tous. Certains d'entre vous auraient voulu poser des questions. Soit c'est des problèmes d'ordre technique qui n'ont pas permis de le faire, ou le temps imparti aussi n'a pas permis de pouvoir satisfaire aux déshydratats de l'équipe. Nous allons remercier ICV Africa et Benetech qui nous ont offert la logistique, le plateau technique pour cette conférence webinaire. Nous remercions nos panélistes, Dr Badakou, Moussa Tia et Madame Coulibaly Maria, qui ont été très disponibles pour partager leur expérience et le savoir avec nous. Ce n'est que le début d'une série de webinaires qui seront organisés pendant ce temps. Et ICV Africa voudrait, par mon modeste voix, la voix de votre ami et assurer la modération à Yassou Germain, dire merci. Merci pour ce temps consacré. Merci pour votre écoute. Et nous sommes ensemble pour continuer cette lutte. La lutte de faire en sorte que la justice sociale soit garantie pour les apprenants, quelle que soit la déficience que cet apprenant présente ou non. Nous avons l'obligation, nous tous, de nous mettre ensemble et aider les États à avancer dans la promotion de l'éducation inclusive. Merci pour votre participation et nous disons à tous nos musulmans qui célèbrent aujourd'hui la naissance de Mahomet, paix et salut sur lui, nous leur disons bonne fête et nous disons merci à vous tous et bonne journée, à très bientôt. Merci. Bye bye. Merci à tout le monde. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Ok, merci. Ok, au revoir.